Pour moi, c'est vraiment hyper important de créer la boîte qui te ressemble. Si jamais tu trouves 100 marchands qui, pour la même raison, t'utilisent, ils ne peuvent pas arrêter de t'utiliser, là, tu as quelque chose de spécial. Les gens qui n'ont jamais rien raté dans leur vie n'ont pas le même backbone que ceux qui ont raté des choses. Il faut toujours se méfier des gens qui disent « je suis le meilleur partout » ou « j'ai pas de concurrent ». Non, faut être clair, t'es le meilleur, ok, mais ça veut dire quoi ? Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Chatriot, cofondateur et CEO d'Alma. Diplômé de Polytechnique et Stanford, passé par Local-Motion puis Stripe, Louis crée Alma avec une ambition simple et forte, rendre l'acte d'achat plus fluide, aider les commerçants à mieux vendre et proposer une alternative crédible au crédit et à la consommation. Après quelques années, Alma s'est imposé comme l'un des leaders européens du paiement fractionné. Une croissance portée par un ADN très clair, une culture d'entreprise radicalement tournée vers l'action, résumée par son motto devenu célèbre « Just Fix It ». Avec Louis, on va parler de son parcours, des coulisses d'une fintech en hypercroissance, de management, de régulation et surtout de la manière dont on construit une entreprise solide dans un secteur qui se transforme à toute vitesse. Je suis très heureux de le recevoir. Salut Louis. Eh bien, salut et merci de me recevoir. J'aime bien commencer par le parcours des invités. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Je disais, alors tu as un parcours que je pourrais qualifier, je sais pas, tu me contrediras peut-être, mais sur le plan académique, assez d'excellence. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ces choix ? Enfin, est-ce que tu vois, comment t'es tombé là-dedans ? Pourquoi tu as pris cette voie ? Moi, je vais être ingénieur depuis que je suis tout petit. C'est un truc qui me fait, je sais pas, j'adore les maths, j'adore l'informatique, j'adore tout ce qui est scientifique. J'en faisais, tu vois, quand je me rappelle quand j'avais 6, 7, 8 ans, je me faisais des calculs tout seul dans ma chambre. Donc c'est un peu étrange, quoi. Ce qui fait que pour moi, c'était très très clair. Ton environnement familial qui était. Et pourtant, c'est l'inverse. Mon père était sportif de haut niveau, ma mère était sculpteur. Donc, tu avais un sportif, une artiste. T'étais pas exactement dans le mood de l'ingénieur. Ouais, exactement. Moi, c'était limite pour les faire chier que j'ai fait ça, si tu veux. Tiens, du coup, je vais pas faire ça, donc je vais faire des maths. Et je me disais, enfin, je suis assez compétitif. En gros, j'aime bien gagner, pour être assez clair. Et assez naturel. D'accord, t'aimes les maths, la science, donc il faut que tu fasses une école d'ingé. C'est quoi la meilleure ? C'est Polytechnique, donc tu feras ça. Donc j'ai décidé à 13-14 ans de faire l'X. C'est encore une fois très étrange. Hein. C'est pas d'études à 13-14 ans, c'est pas dès 13-14 ans. Ouais, j'avais cette obsession, mais qui était, voilà, encore une fois, qui était drivée par ce côté un peu, peut-être un peu compétitif. Et pas que ça, et c'est aussi quelque chose que j'aime profondément. C'est-à-dire que vraiment, encore aujourd'hui, ça peut être encore plus bizarre. Tu vois, j'ai 40 ans, il y a 2 week-ends, j'ai passé la moitié du week-end à faire des maths pour voir si je savais encore faire, quoi. Voilà, donc c'est un truc qui reste. Et donc je fais une prépa, je suis une des rares personnes à trouver que c'est cool, parce que, encore une fois, je fais quelque chose qui me plaît, quoi. Ça paraît bizarre, je pense qu'on en reparlera pendant le reste de la discussion, mais je pense que le temps passe vite quand tu fais des choses qui te plaisent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses qui leur plaît pas et qui du coup sont malheureux, soit dans les études, le travail, etc. Voilà, moi j'ai eu la chance de faire dès le début quelque chose que j'adore, sauf qu'au bout de 3 ans de Polytechnique, alors un truc très bizarre, Alix, c'est que tu es censé avoir un 2e diplôme pour valider ton premier diplôme. Tu as le système des corps de l'État qui est encore très présent en France, où tu vas faire ces fameux X-Min, X-Pont, etc., qui sont plutôt des gens qui veulent aller après dans le secteur public. Ce qui, moi, honnêtement, m'intéressait pas trop, pour être honnête. Donc là, je me suis dit, il faut que je me confronte à une culture différente. Vas-y, va aux États-Unis, et tant qu'à faire, va à Stanford, qui est radicalement, je trouve, différente en termes de culture, puisque tu pars d'une culture plus ingénieur à Polytechnique, ingénieur, service public pour beaucoup d'entre eux, tu vois, vraiment très, très française, je dirais, à une fac beaucoup plus entrepreneuriale. Stanford, c'est le cœur de la Silicon Valley. Même si je connaissais rien aux startups, je me disais ce serait intéressant d'aller dans un écosystème qui vraiment ne ressemble pas à ce que je fais jusqu'à présent. Et quitte à faire ça, je ne vais pas faire que des maths. J'en ai déjà fait pendant assez longtemps, donc je vais faire un master plus business. Donc je fais un master de management qui est grosso modo une sorte de in-between entre un master de sciences traditionnelles et un MBA. Donc je fais ça pendant 1 an et demi à Stanford. Je suis aussi prof pour payer mes études, ça coûte extrêmement cher, donc du coup ça m'a permis de payer une bonne partie des études, et puis je reviens en France voilà, après 1 an et demi de Stanford. Côté États-Unis, tu avais déjà le mouvement qui était lancé Oui, bah, tu sais, tu avais déjà tout à cette époque-là, les Google, Facebook, ça existe déjà, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant ces 2 années que j'ai passées à Stanford, qui a été inventé l'iPhone, donc tu vois, si tu veux, vraiment la traînée de poudre que ça a été aux US.
Après, est-ce que j'aurais pu te dire, donc c'est évident qu'on entre dans une sorte d'âge d'or de l'entrepreneuriat technologique, que ce soit aux US ou en France, je pense que c'était pas non plus assez criant. Pour être très honnête, moi, j'étais pas non plus si intéressé que ça par tout ça. C'est-à-dire que quand même, alors on était sérieux, je bossais bien. Enfin, tu vois, quand un diplôme te coûte 50 000 euros par an, bah, tu travailles sérieusement. Mais bon, on faisait aussi pas mal de fêtes. Et voilà, donc j'étais pas forcément aussi intéressé par les startups que ça à l'époque. J'ai été confronté, j'ai même fait des stages à temps partiel dans des startups pour comprendre quand ça marchait, mais c'était pas non plus ce qu'on peut parfois te raconter de c'était évident pour moi que j'avais bossé en startup toute ma vie. Ça n'a pas été l'épiphanie à ce moment-là. Tu crois que ce côté compétiteur, c'est ce qui a été clé en fait dans ton parcours après? Ouais, alors c'est intéressant, il n'y a pas que ça, parce que tu vois, et ça, on va le retrouver quand tu crées une entreprise, dans la création de la culture d'une entreprise, c'est un truc qui est très fort. C'est tu veux avoir une équipe qui est là pour gagner. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une boîte qui marche, une boîte comme Alma, surtout qui a été créée sur un secteur qui existait déjà avant. Non, on l'a plutôt transformé que créé. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une équipe de gens qui sont quand même venus pour gagner. Mais par contre, si tu veux des gens qui sont venus pour gagner à tout prix, là, tu casses quelque chose. Tu vois, donc il y a une vraie différence, et je pense que ça en prépa, tu avais aussi ça. L'image d'Épinal de la prépa que nos parents avaient, hein, c'était quoi? C'était, en gros, c'est un panier de crabes, tu peux compter sur personne. De toute façon, les gens dans la même classe que toi, c'était compétiteurs, c'est ceux qui ont passé le même concours. Ouais, et donc ils vont même, enfin, je sais pas si tu avais vu ça, mais l'image, ils vont faire en sorte que tu te rates pendant. Exactement, ils vont tenter parce que c'est une place dans le concours qu'ils peuvent gagner. Exactement. Enfin. Et ça, c'est un truc qui n'était pas du tout vrai quand j'étais en prépa. Je pense que ça, j'aurais détesté. Tu vois, typiquement, cette espèce de côté, je disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup gagner. Je déteste gagner pour les mauvaises raisons. Je trouve ça assez honteux. Donc, en gros, je suis incapable de tricher à quoi que ce soit. Je suis incapable de mentir. Je veux gagner, mais vraiment, tu sais, gagner à la loyale, tu vois. Donc, du coup, ça m'aurait pas du tout plu. Un espèce d'environnement où, en gros, tu es censé marcher sur les autres pour gagner. Et c'est même l'inverse que j'ai vu, moi. Parmi mes meilleurs potes, je me suis fait en prépa. C'est-à-dire qu'en gros, on comprenait quand même que oui, on est compétiteurs, mais qu'en fait, on est surtout en concurrence avec les autres équipes, tu vois, les autres écoles. Donc nous, on bossait ensemble. C'est-à-dire que tous les soirs, j'étais interne. Donc tous les soirs, on bossait jusqu'à 1h minuit, mais on bossait ensemble. On était dans la grande salle, tous ensemble. Vas-y, j'ai une question, est-ce que tu peux m'aider? Je comprends pas ce truc-là. Et je regarde un souvenir assez excellent. Alors oui, effectivement, tu fais que bosser. Pour le coup, tu fais pas beaucoup la fête, mais par contre, tu le fais. Tu sais, tu crées un esprit de corps, quoi, si tu veux. Et encore une fois, le parallèle avec la création d'une startup est vachement évident. Quand tu crées une startup au début, si tu bosses pas beaucoup, ça marche pas. Et si tu n'as pas un esprit de corps fort, c'est-à-dire si tu te focalises pas ensemble sur ce qui fait que l'équipe va réussir, tu n'y arrives pas non plus. Tu vois. Donc j'ai retrouvé en créant Alma ce que j'avais déjà eu en prépa à l'époque. Est-ce que dès le plus jeune âge, il y avait de l'ambition, de la volonté de faire carrière? Non, et même encore aujourd'hui, je dirais pas que je suis un mec ambitieux. Ce qui est assez bizarre. Enfin, l'ambition, ça peut être très positif comme très négatif, d'accord? Ça peut, encore une fois, si tu le vois comme l'ambition de faire quelque chose, tu as l'ambition d'avoir une vie heureuse, tu vois, c'est une belle ambition. Après, tu as l'ambition de marcher sur la tête des autres, c'est pas une belle ambition, enfin, à mon sens, si tu veux. Donc, si tu parles d'ambition en termes de j'ai envie de construire une vie qui me corresponde, et je vais faire les choix qui font que je vais arriver là où je pense vouloir arriver, avoir une vie intentionnelle, ce qu'on appelle intentionnelle, d'accord? C'est-à-dire que de ne pas se retrouver à 50 ans à se dire, ok, donc en fait, je suis là, et c'est pas moi, et tous les choix que j'ai faits ont été faits par défaut, et je suis à un endroit où c'est vraiment qui je suis, indépendamment de ta réussite théorique, d'accord? Tu peux être patron de X, Y, Z, tu peux être partenaire dans telle ou telle boîte, etc., et être très très malheureux. Donc si tu veux, cette ambition positive, oui, je l'avais, mais cette ambition de je veux juste être le chef, je veux créer un gros truc, je veux avoir plein de zéros partout, je l'ai jamais eu, je l'ai toujours pas aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne recette pour se rendre malheureux. Donc c'est plutôt le côté compétitif qui est plutôt quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire bien. C'est-à-dire que j'aime bien, je suis quelqu'un de très passionné, donc je vais pas me passionner de beaucoup de choses, mais des choses qui m'intéressent, j'essaye de les faire vraiment à fond. Et c'est vrai partout. C'est-à-dire que c'est vrai, je fais des maths, j'ai envie de comprendre le truc. Quoi. Je suis en prépa, j'ai envie de... Je me fous d'être le premier, deuxième ou troisième. Je veux être meilleur que j'étais hier, avant-hier, etc. C'est ça l'obsession. Et comme tu peux toujours être meilleur, tu veux continuer à apprendre. Mais ça, c'est vrai. C'était vrai à l'époque, c'est vrai en créant Alma. Honnêtement, le fait que tu me dis demain qu'Alma fera pas une boîte à 10 milliards d'euros, tu vois, j'en ai strictement rien à faire. C'est plutôt genre, est-ce que j'arrive à faire d'Alma la meilleure version qu'on puisse faire d'elle-même, et on verra ce que les nombres seront. C'est pas ça qui est important. Mais c'est vrai aussi dans la vie perso. Enfin, je veux dire, c'est évidemment ma plus grande ambition, c'est d'élever des enfants qui vont devenir des adultes heureux. Ça, c'est déjà, on a parlé tout à l'heure, mais c'est déjà un bon challenge. Et sur les trucs plus auto-centrés, tu vois, quand je joue à un jeu vidéo,
boulot, soit j'y joue pas, soit j'essaye de battre des records, plus que gagner, enfin de faire des trucs, de le faire en mettant des handicaps. Je joue au Go, c'est un jeu qui est malheureusement pas du tout assez populaire en France, alors que c'est objectivement, je dis très objectivement, le meilleur jeu du monde. Pareil, tu vois, j'essaye de m'améliorer, je prends des cours, j'ai des tonnes de bouquins théoriques à la maison, enfin voilà. Donc j'applique ça vraiment pour tout, mais c'est beaucoup plus la volonté de se dépasser et de faire le truc d'après que une quelconque volonté de se dire je veux pouvoir dire sur LinkedIn que je suis le patron de telle boîte ou telle chose. T'as pas entrepris tout de suite. Je disais, t'es passé par Stripe. Ouais, par Bain d'abord. J'étais dans le conseil pendant un an et demi. J'ai créé une boîte qui a pas trop marché pendant un an et demi. J'ai rejoint une autre boîte qui a pas trop marché non plus. J'ai pas eu des succès dès le début, on va dire. Ça a duré. J'ai créé Alma, j'avais 32 ans. Donc j'ai fait 6-7 ans de carrière avant de créer Alma. Et quand t'es rentré chez Bain, t'avais déjà... Quand tu rentres dans le conseil, souvent on dit il y a ceux qui rentrent dans le conseil qui font leur vie, et puis il y a ceux qui rentrent pour faire leurs armes, et puis ensuite, toi quand tu es rentré, tu savais déjà Moi je suis rentré pour 2 raisons. Alors, je pense que je n'étais pas un bon fit pour le conseil, je n'étais pas un bon consultant, pour être très honnête, mais je suis rentré pour 2 raisons. La première, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit effectivement, quel est le plan de carrière qui garde la plus grande optionnalité. Donc, et effectivement, le conseil, pour le coup, on aime pas l'industrie, on se dit que c'est utile ou pas, mais il y a un truc qui est évident, c'est que ça t'apprend à bien bosser. Surtout en tant que junior, tu vois, très vite quand même, t'apprends une méthode de travail qui fonctionne, et encore aujourd'hui, et alors même que, encore une fois, moi, j'étais pas un bon fit pour le conseil, je n'ai pas forcément que des bons souvenirs, mais quand même, encore aujourd'hui, quand je prends en main un projet, quand je rentre sur un sujet, etc., tu as les vieux automatismes qui arrivent de comment tu communiques, comment tu regardes l'aspect numérique, data, quand tu critiques, quand tu vas vite pour comprendre. Enfin, tout ça, tu l'apprends. Et je me suis dit, OK, en gros, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est l'informatique. Problème, en France, le métier d'informaticien est vachement... À l'époque, c'était vraiment très compliqué de faire une belle carrière. Contrairement à la Silicon Valley, où c'était déjà le cas, où tu avais des gens, des ingénieurs qui faisaient des carrières extraordinaires. En France, c'était vraiment un métier de passionné qui était pas très bien payé, où souvent ton manager n'était pas lui-même technique. Ce qui est assez gênant quand même, de bosser pour quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce que tu fais. C'est quand même embêtant. Et donc je me suis dit, OK, en fait, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie d'être frustré justement en me sentant cornerisé au mauvais endroit. Donc vas-y, je vais aller dans le conseil et puis on verra bien ce qui se passe. Et assez vite, j'ai un pote qui est venu pour me dire j'ai cette idée, est-ce que ça tente qu'on la monte ensemble? Et donc j'ai quitté Bain pour créer TLDR, une boîte un peu tarée qui tentait de résumer Internet à l'époque où il n'y avait pas de LLM. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Maintenant, avec le recul. Ça n'a pas marché parce qu'on tentait de créer une communauté. C'était vraiment un consumer business. Alors déjà, moi, je suis beaucoup plus un mec du B2B qu'un mec du B2C, au sens consumer, c'est-à-dire qu'en gros, créer un réseau social, si tu veux, alors que déjà, moi, j'en ai pas, c'est un peu bizarroïde. Et donc, l'idée, c'est de créer une sorte de communauté à la Wikipédia de gens qui allaient résumer des articles pour d'autres personnes, un peu comme sur Wikipédia où des gens vont créer des articles qui sont lus par d'autres personnes. Donc, basé sur le travail gratuit et plutôt la gloire d'avoir écrit un bon résumé d'un article qui allait du coup faire gagner du temps aux gens qui allaient le lire. Et on a eu quelques succès puisque on a eu, si je cite de mémoire, mais je crois qu'on a eu 80 000 personnes qui utilisaient la plateforme tous les jours. Donc c'était pas zéro, sauf que 80 000 c'est pas zéro, c'est un gros nombre et en même temps dans le consumer c'est rien du tout. Il faut que ce soit 80 millions pour que tu commences à parler d'un business crédible. Et je pense que ce qu'on a vraiment bien fait du coup dans cette boîte-là, c'est qu'on s'est dit ok, on s'embarque sur un truc qui va être tout ou rien. C'est pas un business qui peut faire un entre-deux. C'est pas un business qui peut marcher, te faire, je sais pas, 1, 2, 3, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Soit ce sera énorme, soit ce sera rien du tout. Et donc, il est indispensable, pour pas qu'on flingue notre vie sur un truc qui peut pas marcher, qu'on se donne une définition du succès, une temporalité, quand est-ce qu'on va l'avoir atteint, et en gros, si on l'a pas atteint, on arrête. Et donc, on s'est vraiment donné une date et 2 KPI à suivre, et on les a pas atteints. Et du coup, on a dit, OK, on les a pas atteints, on arrête. Et on a eu la force de... On a arrêté le jour même. Je pense qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Peut-être deux choses. La première, c'est, si tu regardes les entrepreneurs qui ont réussi, tu as 2 types d'entrepreneurs qui ont réussi. Il y a ceux qui sont accrochés quand tous les autres lâchaient, et il y a ceux qui ont lâché plutôt que tous les autres pour faire autre chose. Alors, c'est hyper paradoxal, mais tu as l'exemple, le premier, évidemment, c'est Airbnb, c'est-à-dire les mecs qui sont en 3 ans, il se passe absolument rien. Tu vois, c'est le lance-phénomène plat, puis tout à coup, le truc décolle. Parce qu'ils ont tenu assez longtemps pour finir par comprendre comment le faire. Mais tu as aussi beaucoup, dont je fais partie, qui sont beaucoup plus dans le mode OK, si ça ne marche pas, il vaut mieux lâcher très vite et faire autre chose et trouver ce qui fonctionne. Tu vois. Mais comme tu dis, le pire, c'est d'être entre les deux. Et ça ne s'applique pas uniquement à la création d'entreprise, mais ça s'applique à tout. Ça s'applique notamment au RH. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de bosser avec quelqu'un
qui de temps en temps tu dis franchement ça marche pas, mais de temps en temps ça marche, donc tu sais pas. Tu vois, ce qui est bien, c'est ok, tu as ceux qui performent très bien, donc ça c'est génial. Tu vois, on dit c'est super, on va le promouvoir, on va lui donner responsabilité, on va le faire grandir. Ceux à qui ça marche pas, écoute, c'est pas le bon fit, il y a d'autres entreprises qui sont peut-être mieux pour toi. Et entre les deux, c'est ce qui est très frustrant parce que du coup tu sais pas sur quel pied danser, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, l'incertitude. Pour le dire comme ça, est une source de stress et d'anxiété, et souvent de mauvais stress. En quoi elle t'a servi, cette expérience, pour l'après ? Alors, c'est dur de répondre avec des absolus là-dessus. Je vais répondre avec un absolu, mais qui, évidemment, on pourrait trouver plein de contre-exemples, mais je pense que les gens qui n'ont jamais rien raté dans leur vie n'ont pas le même backbone que ceux qui ont raté des choses. C'est assez basique. Donc, on connaît tous quelqu'un qui a réussi tout ce qu'il a touché. Et c'est génial. Tu vois, je ne pense pas qu'il faille rater exprès pour se dire c'est cool, j'ai raté un truc, maintenant, je suis un mec fort. Mais je pense que quand même, quand tu as pris des énormes claques dans ta vie, tu as quand même un backbone, une résilience que les autres n'ont pas. Et peut-être qu'ils l'ont sans le savoir, mais tu ne le sauras jamais, alors que ceux qui ont connu la situation professionnelle très difficile ont une capacité de rebond et d'encaissement des chocs qui n'est juste pas la même que les autres. Tu vois, nous, Telder, on l'a raté, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, tu bosses sur un projet qui te tient à cœur, tu penses que ça va être bien, et tous tes potes, toute ta famille, le mieux qu'ils peuvent faire, en gros, c'est t'écouter parler et tu lis dans leurs yeux qu'ils pensent que c'est de la merde, et puis tu as ceux qui disent non mais franchement ton truc c'est nul. On a quasiment jamais eu quelqu'un qui dit votre truc c'est génial et tout, ça a marché. Donc tu bosses sur un truc, tout le monde pense que tu fais n'importe quoi, que c'est de la perte de temps. Toi, au fond de toi, tu as forcément des doutes que tu peux pas extérioriser aussi facilement parce que sinon, tu arrêtes de bosser tout de suite. Puis à la fin, tu rates. Donc, tu as montré que tous ceux qui avaient pensé que tu allais te planter avaient raison. Tu vois. Ensuite, tu fais Local-Motion, qui se plante aussi, tu passes 2 ans et demi. Tu vois, tu te dis, bon, ok, donc maintenant, je sais ce que c'est dire rater. Je pense que d'un côté, c'est très frustrant. Je me rappelle très bien quand je suis rentré chez Stripe, j'ai cette frustration de me dire, ok, donc j'ai quand même, tu vois, on rejoue la carrière, mais donc Bane, c'est pas un méga succès. Oui, j'ai appris des choses, mais je suis quand même parti vite du truc. Telder, ça a planté. Local-Motion, ça n'a pas bien marché. J'ai à chaque fois beaucoup appris. Je pourrais parler de tout ce que j'ai appris dans toutes ces expériences, mais grosso modo, oui, j'ai grandi, mais sur le papier, je suis pas du tout l'espèce de profil LinkedIn de celui qui a étape après étape eu la super carrière. Je rentre chez Stripe et je me retrouve avec des gens qui sont du coup à un niveau hiérarchique qui n'est pas extraordinaire, si tu veux, et avec des gens au même niveau qui n'ont pas connu tous ces tribulations, qui sont beaucoup plus jeunes, et qui parfois ont un peu une petite arrogance je me rappelle, des Américains qui étaient passés, ils disaient, ouais, moi j'ai fait Twitter, Google, Facebook, donc en fait je sais de quoi je veux parler, et toi quelque part tu as fait 2-3 boîtes inconnues un peu à la con, donc s'il te plaît, en fait on écoute les grandes personnes. C'est assez frustrant ça, tu vois. Surtout quand on est compétiteur. Surtout quand globalement on aime bien effectivement quand on se compare un peu aux autres, et parfois d'ailleurs ça c'est pas une super idée, mais voilà, ça c'était frustrant évidemment, mais après c'est aussi un super moteur, et tu vois, quand on a créé Alma, on a eu tellement forcément de problèmes, de challenge, que savoir à quoi ça ressemble quand c'est vraiment la merde te permet vraiment de relativiser, et j'ai une résistance au stress qui est assez hors norme pour le coup. Et je pense en grande partie grâce à ça. Venons-en à Alma. Donc tu es chez Stripe, tu as eu ce parcours, ces échecs, on peut dire. Comment t'arrive l'idée, et voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu la genèse d'Alma ? Ouais, commençons par Stripe, parce que c'est un truc assez intéressant, c'est-à-dire que au-delà du côté compétiteur, moi, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien me dire que je suis, grosso modo, meilleur aujourd'hui que j'étais hier, et moins bon que demain. Et quand j'ai arrêté Local-Motion, qui n'était pas ma boîte, j'étais employé, mais donc quand la boîte on n'était pas très nombreux, elle a été vendue. Je suis resté pour faire un peu une partie du service après-vente, j'ai quitté l'entreprise. Pour être très précis, je dirigeais la branche française. Donc quand je dis j'ai quitté l'entreprise, j'ai d'abord viré tous les employés en me battant quand même pour réussir à retrouver un chèque de sortie. J'ai désinstallé tous les modules parce qu'on était une boîte hardware, donc il fallait que je passe ou je fasse passer sur toutes les voitures une par une pour désinstaller les modules. Enfin, c'était pas juste tu t'en vas, au revoir et tu passes à la suite. C'est tu passes des semaines à terminer une histoire en sachant qu'il n'y a plus aucun succès possible. Mais tu le fais quand même parce que tu te dis que tu n'as pas envie de partir sans avoir nettoyé derrière toi, quoi. Et là, je me dis, bon, il est quand même temps, après 3 expériences compliquées, d'aller dans une boîte vraiment qui fonctionne bien et de voir à quoi ça ressemble, tu vois. Donc, je cherche. Et puis, pourquoi je choisis Stripe ? Pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que c'est une boîte qui a un fit culturel très fort avec moi parce que c'est une boîte d'ingénieurs à l'époque, en tout cas vraiment une boîte d'ingé très geek, mais également très bon business. À l'époque, déjà avec un grand succès, une compréhension de comment tu fais croître une boîte comme ça. Et
tu vois, moi, je vois beaucoup de startups qui ont un ou l'autre des archétypes, soit la boîte, entre guillemets, de mecs techniques produits qui font un produit, mais qui sous-estiment le fait qu'il faut le vendre. Le côté, ton produit va pas se vendre tout seul, et donc du coup, qui font un super produit, mais pas de business. Ou le prototype de la boîte, tu sais, un peu de commerciaux qui ont du mal à créer du produit, donc ils vont te vendre un peu du vent, quoi. Qu'on connaît tous. Et en fait, je cherchais une boîte qui avait aucune de ces deux faiblesses. Donc Stripe avait cette première qualité. La deuxième, c'est que l'équipe française de l'époque de Stripe, c'était des gens qui étaient tous extrêmement brillants. Et je me suis dit, OK, en fait, en vrai, je veux optimiser ma vie pour passer du temps avec des gens qui m'apprennent quelque chose. Tu sais, on dit toujours que tu es la moyenne des 5 personnes qui te passent le plus de temps. Et donc, pour moi, c'est important de se dire, OK, c'est qui les personnes qui m'impressionnent et qui je vais passer du temps. Et donc, j'ai parlé avec quelques boîtes. Et côté Stripe, l'équipe, pour moi, c'était évident, dès le début, hein, j'entends, que c'était des gens qui allaient m'apprendre justement ce qui me manquait. Tu vois, j'étais assez clair sur ce que j'avais et ce que j'avais pas. Et ce que j'avais pas, je savais que j'allais le trouver chez cette équipe-là. Et donc du coup, je pense que cette année, je suis pas assez longtemps chez Stripe, hein, même pas 1 an et demi. Mais pour le coup, j'engage un excellent souvenir. Et c'est une période de la vie où j'ai appris extrêmement rapidement parce que j'étais vraiment dans l'environnement qui me donnait la pièce du puzzle que j'avais pas. Et c'est quand tu étais là-bas que tu as vu, on dit souvent que les entrepreneurs font le constat de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est chez Stripe que... Ouais, c'est ce qu'on appelle le earned secret. C'est-à-dire qu'en gros, le secret que tu as gagné en français. Et c'est effectivement chez Stripe que j'ai donc des dizaines de marchands qui viennent me voir tous les mois pour me dire on veut de l'aide sur le paiement plusieurs fois. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un moment, tu comprends que c'est un besoin client, donc tu essaies de le résoudre. Tu commences à creuser, mais pourquoi est-ce que tous ces marchands n'y ont pas accès? Tu comprends que c'est parce que les acteurs en place existants sont incapables de bosser avec les PME. Stripe était à l'époque une plateforme de paiement qui bossait quasiment uniquement avec les startups et les PME. C'est beaucoup moins le cas maintenant, mais à l'époque, ça l'était. Et donc, assez naturellement, je me dis, OK, ça va être compliqué de trouver un partenaire puisque aucun des partenaires potentiels ne sait bosser avec nos marchands. Donc, il va falloir qu'on crée un produit. Je tente de convaincre mon boss qu'il faut créer un produit. C'est un peu compliqué parce que je lui dis, il faut que tu me donnes des ingénieurs. Faut qu'on va créer une boîte dans la boîte. Ils veulent pas le faire. Je lui dis, très bien, mais dans ce cas, je vais quitter la boîte pour le faire. C'est un peu le côté, je suis assez convaincu qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc, écoute, il faut essayer. Tu vois. Et en fait, c'est irrationnel. Créer une boîte, c'est de toute façon foncièrement irrationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... En vrai, j'étais hyper bien dans cette boîte-là, j'ai un job qui me plaisait, je bossais avec une équipe que j'appréciais et j'espère qu'ils m'appréciaient. S'ils écoutent ça, on verra s'ils sautent au plafond. Mais tu vois, j'avais un très bon salaire là-bas, donc il n'y avait aucune raison de partir. On voulait avoir un 3e enfant à l'époque. Tu vois, est-ce que vraiment tu vas te faire chier à créer une boîte alors que tu es dans une bonne situation, mais en fait le truc est irrationnel. Tu dis merde, mais quand même ça pourrait vraiment marcher ce truc-là, mais le besoin il est fort, c'est intéressant, tu vois, le sujet est éminemment technique. Donc en fait le truc juste me tourne la tête, à un moment tu craques. Tu dis bon, j'y vais. Alors est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est Alma, la solution, qu'est-ce que vous proposez? Puis on parlera effectivement de l'évolution, mais tu vois, premier jour, le produit, qu'est-ce que c'est? Le produit, c'est un produit qui est hyper simple. Alma, c'est une boîte de paiement plusieurs fois, donc c'est une solution de crédit sur le point de vente. Point de vente qui peut être un point de vente physique, un magasin ou un site de e-commerce. Donc notre métier, c'est d'aider des commerçants, leur permettre d'accepter le paiement plusieurs fois de leurs clients sans prendre de risque. D'accord? C'est en gros, du point de vue du commerçant, du point de vue client, c'est il prend un crédit, donc il va acheter un canapé à 1 000 euros. Il n'a pas 1 000 euros sur son compte en banque, mais il a les moyens, tu vois, il a un salaire, etc. Donc il va le payer en 4 fois 250 euros. Par contre, le marchand, lui, le commerçant, c'est hyper important pour lui de ne pas prendre de risques et c'est hyper important pour lui d'avoir la trésor, donc le cash tout de suite. Donc le marchand lui reçoit les 1 000 euros tout de suite. Et Alma joue ce rôle d'intermédiaire, finalement de quasiment une banque, si tu veux, de société de crédit, si tu veux, qui va émettre ce crédit, qui va prendre le risque et qui va gérer tout l'opération derrière. Donc, grâce à Alma, les clients peuvent acheter ce qu'ils veulent et s'ils en ont besoin, peuvent monter en gamme, ça c'est très important, c'est-à-dire que en fait, tu es rentré dans le magasin pour acheter le canapé à 1 000 euros, mais si tu veux vraiment, il est à 1 500. Si tu peux diviser par 4 pour le coup, là tu vas pouvoir te l'offrir. Et c'est en creux, l'envers de cette pièce, c'est que pour les commerçants, ça permet évidemment d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter la conversion, c'est-à-dire que tu as un visiteur qui rentre sur ton site ou dans ton magasin qui devient un client, et également le faire monter en gamme, c'est-à-dire vendre évidemment un produit qui est un peu plus cher, mais surtout qui est plus margé, puisque les produits les moins chers d'une gamme, c'est des produits d'appel. Souvent, ils sont vendus à prix coûtant, à marge quasiment zéro. Donc là, en tant que commerçant, en fait, tu vas mettre
d'un seul coup tous les indicateurs dans le vert. Et nous, c'était vraiment le feedback des premiers commerçants à qui on a parlé, de ceux qui venaient nous voir quand j'étais chez Stripe. C'est mais oui, ça paraît évident. Évidemment qu'en mettant le paiement plusieurs fois sur mon site ou dans mon magasin, je vais instantanément améliorer mon business. Nous, on voit en ligne des taux de ce qu'on appelle le share of checkout, c'est-à-dire le pourcentage du revenu qu'un commerçant va faire avec Alma. On voit assez souvent du 20%. Tu vas faire 20% du revenu du commerçant. C'est colossal. C'est colossal, d'accord, parce que c'est un outil qui est en train d'amorcer. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que Alma, pour le coup, autant j'ai fait, je disais tout à l'heure, des business qui n'ont pas marché, autant Alma, on a assez vite compris que ça allait marcher, et notamment au début, tu vois, moi j'étais assez peu familier avec ce type de produit, donc j'ai aussi été voir des clients finaux pour dire, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne idée dans vos habitudes d'achat ? Et je pense qu'ils me voyaient un peu comme un extraterrestre, quoi. Mais pourquoi ils nous posent la question de est-ce que c'est intéressant de payer en plusieurs fois ? Évidemment que c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est intéressant de respirer ? Oui, je confirme qu'il faut le faire. Tu vois, donc c'était vraiment une évidence pour tout le marché. Donc ce qui a été le challenge d'Alma n'était pas tant de se dire est-ce que notre produit a de la valeur, mais plutôt est-ce qu'il a de la valeur pour les marchands qu'on va targeter. Et une fois que la réponse est oui, quelle est un peu la version idéale de cette entreprise ? Comment est-ce qu'on va la faire grandir ? Comment est-ce qu'on va la faire évoluer ? Est-ce qu'on va aller voir des marchands de typologie différentes ? La réponse a été oui, c'est-à-dire des marchands de plus en plus grands, plus sophistiqués, avec des besoins plus importants. J'ai besoin d'export comptable, de réconciliation de données, de vendre à l'étranger, de faire pas que du paiement en 3-4 fois, mais du crédit un peu plus long, du paiement 6 fois, en 12 fois, voire même en 24 fois. Voilà, donc tu vois, peu à peu, ça s'est complexifié, mais je pense que très vite, on a compris que on touchait un besoin. Tu vois, le pitch commercial que je t'ai fait tout à l'heure, il est très simple, mais simple, c'est universel. C'est que c'est un besoin pour quasiment l'intégralité des acteurs du retail en Europe. Tu disais que tu as vite compris que ça allait marcher. Il y a eu quand même un moment où tu t'es dit, ça part, c'est bon, ça... Ouais, alors c'est pareil, hyper intéressant. Tu as dû avoir le problème de la fait la poule aussi sur ce business. T'as pas trop de problèmes de fait la poule. On a levé des fonds avec des venture capitalistes. L'argent VC, c'est essentiellement une manière de voyager dans le temps. C'est-à-dire que ça te donne aujourd'hui la boîte que tu devrais avoir dans 2 ans. Et ça te permet du coup de tester dès maintenant ce que tu devrais tester en 2 ans. Donc c'est vraiment ça l'argent VC. Et assez clairement, quand tu prêtes de l'argent, il faut de l'argent. Donc oui, si on avait tourné peu à peu en prêtant notre propre argent, en montant la mayonnaise, peut-être qu'au bout de quelques années, on aurait eu assez pour commencer à onboarder plus de marchands. Mais en travaillant avec des investisseurs, on a pu instantanément se crédibiliser, lever de la dette pour utiliser cette dette pour le prêter donc aux clients des commerçants et donc rapidement passer à l'échelle. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement, au début, on a travaillé pendant plusieurs mois en chambre. Un produit comme ça, il faut le sortir. Puis il faut le sortir d'une manière. Tu vois, le cadre réglementaire, il est assez clair. Et donc, du coup, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il a quand même fallu qu'on structure l'activité, c'est régulé. Il a fallu qu'on la structure d'une manière. Moi, je n'avais pas envie d'aller en prison, si tu veux. Donc, on l'a structuré d'une manière qui fonctionnait. Mais tout ça, ça a pris des mois et des mois. On a bossé avec des avocats pendant longtemps. On a voulu vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Par contre, ce qu'on a fait, et c'est là où on a vraiment compris qu'on avait quelque chose de spécial dans les mains, c'est que, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis incapable de mentir, et il était évident qu'au tout début, et c'est le cas d'ailleurs de mon associé, Guillaume, et on est très similaires là-dessus, peut-être un petit peu trop ayatollah sur le sujet, ça fait sourire parfois les gens qui nous connaissent, mais on lance la boîte, on se dit, ok, on a créé un produit, mais c'est une V0 de chez V0, d'accord ? C'est-à-dire que le nombre de raccourcis qu'on a pris pour créer ce produit est colossal. Il est évident que même le déploiement du produit, la plateforme technique n'est pas très stable. Et donc on se dit, de toute façon, il va y avoir des bugs. Il y aura des bugs, il y aura des plantages, il y aura des moments où le truc ne fonctionne pas. Donc, si jamais on convainc des marchands de nous utiliser et que grâce à Alma, ils perdent des ventes, c'est catastrophique. D'accord ? Donc du coup, ce qu'on se dit, c'est, on va leur dire, on va être honnête et on va dire bonjour monsieur, donc on vous propose d'utiliser Alma, mais dites-nous quand est votre basse saison, parce qu'on ne veut pas se brancher pendant votre saison haute où vous vendez beaucoup, parce que si ça casse, et ça cassera, quand ça cassera, vous allez perdre beaucoup de ventes. Donc vous ne mettez pas à Noël, etc. ou à Black Friday. Et tu vois, donc c'est quand même un pitch commercial qui est particulier. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu es un peu court-termiste, tu veux les chiffres maintenant, tu vas dire mon produit, mais bien sûr qu'il est génial, mon produit, il est vachement mieux que les autres. Tu vois. Et nous, c'était pas ce qu'on disait. On disait notre produit, il est très bien. Mais par contre, il est très jeune et il va avoir des problèmes. Et je pense que sur les 35 premiers commerçants à qui on a parlé, il n'y en a pas un dont la réaction était autre chose que ok, je comprends, mais je m'en fous, je le veux maintenant. Donc, en gros, tu vas avoir des commerçants. Tu leur dis
ce truc-là va te péter à la gueule, donc prends-le plutôt plus tard et te réponds non, t'as pas compris, tu me branches maintenant et tu te démerderas pour que ça marche, mais tu me branches maintenant. Et là, tu comprends que tu as quelque chose tu vois, t'as quelque chose de spécial, si tu veux. Donc le product market fit, là, tu n'avais pas trop de questions là-dessus. À ce moment-là, on n'a plus de questions. Et je pense que c'est un truc qui est hyper important. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne toujours. Alors, je passe un peu de temps à coacher des entrepreneurs, des mecs qui se lancent, etc. Et je pense que le conseil générique le plus important, qui marche honnêtement dans l'immense majorité des cas, c'est une erreur de chercher la croissance avant l'attraction. C'est-à-dire, va pas chercher des nombres, essaie pas de m'impressionner avec le nombre d'utilisateurs, parce que si tu es obsessionnel des chiffres, tu vas commencer à chercher des mauvaises métriques. Le nombre de gens inscrits, dont on se fout complètement, s'ils s'inscrivent et puis qu'ils repartent, ça sert à rien, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu arrives à trouver très peu de personnes, mais qui peuvent pas vivre sans toi, d'accord ? Ça, c'est intéressant, parce que là, tu as touché vraiment une corde sensible. Après, évidemment, tu vas avoir l'hypothèse que ces personnes qui peuvent pas vivre sans toi, en fait, il y en a plein d'autres qui sont pareils, qui ont les mêmes besoins, qui vont t'utiliser pour les mêmes raisons, mais si jamais tu trouves dans notre cas, tu as 50, 100 marchands qui, pour la même raison, t'utilisent et pour la même raison, considèrent qu'ils ne peuvent pas arrêter de t'utiliser, c'est indispensable. Là, tu as quelque chose de spécial. C'est ça qu'on appelle l'attraction. L'attraction, c'est pas la croissance. La croissance, c'est le résultat de l'attraction. L'attraction, tu sais, l'image un peu qu'on peut... donc, on parlait d'enfants tout à l'heure. Donc, on va forcément jouer avec des petits trains en bois. J'imagine que tu as fait ça aussi. Tu prends un train en bois, tu mets 5-6 wagons, tu mets une locomotive. Tu prends une locomotive, tu la pousses vers les wagons. C'est la merde, d'accord ? Tout se casse, les wagons se renversent par terre, ça marche pas. Tu prends le même système en bordel et tu tires la locomotive. Tous les wagons se mettent dans la locomotive. Tu vois, ils se mettent en ligne droite, ça marche très bien. Ta locomotive, c'est ton marché. L'attraction, c'est ça. L'attraction, c'est tu as réussi à créer quelque chose dont les gens ont tellement besoin qu'ils commencent à passer du temps pour t'expliquer qu'ils le veulent et comment ils le veulent. Et du coup, ils te tirent et les décisions que tu prends sont plus... Tes décisions, elles sont plus prises en laboratoire. C'est plus des décisions que tu prends chez toi, genre qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ? Non, c'est attends, en fait, il n'y a pas de question à se poser. On a 100 marchands, ils disent tous la même chose. Il faut améliorer cette page du produit. Bon, on améliore cette page du produit. Tu vois, ça, c'est l'attraction. Et la croissance n'est que la résultante de l'attraction. Donc, l'obsession que doit avoir toute boîte qui se lance, c'est quoi mes 2-3 design partners, mes 5-10 premiers, premiers utilisateurs business, peut-être les 1000 premiers dans le consumer, qui vraiment ne peuvent pas se passer de moi. Et si j'arrive pas à les trouver, il faut que je me pose des grosses questions. D'accord ? Si en cherchant dans un marché très très vaste, qui est la France ou l'Europe, tu n'arrives pas à trouver quelques personnes qui ne peuvent pas vivre sans toi, bah peut-être que ton produit n'est pas si bon. Quand tu l'as imaginé, la boîte, tu l'as pensé déjà global ou Non, pas du tout, pas du tout. J'étais hyper... ça, c'est un truc qui m'angoissait, tu vois. Donc, on lance la boîte en 2018. À cette époque-là, tu commences à voir quand même quelques startups, pas que aux États-Unis, mais même en Europe et en France, dont les fondateurs te font des statements d'ambition très forts, quoi. Et moi, j'étais hyper admiratif et en même temps absolument incapable de le faire. C'est-à-dire que, tu vois, je prends comme exemple assez souvent Alan, parce que Alan, à l'époque, je me rappelle, je les connaissais, j'avais bossé quelques jours dans leur bureau. Jean-Charles, assez gentiment, m'avait filé un desk à l'époque où j'avais pas de bureau, je sais pas où bosser. Et Alan, ils étaient, donc quand je bossais dans leur bureau, ils étaient 12. Et quand tu regardais la manière dont ils parlaient d'eux-mêmes et la manière dont, du coup, le marché parlait d'eux, t'as l'impression que les mecs, ils étaient déjà 500, quoi. C'était un truc, évidemment, ça a marché. Et il y avait une sorte d'évidence, tu vois, dans cette boîte-là. Pourquoi ? Parce que Jean-Charles et Charles, depuis le début, avaient dit, de toute façon, nous on n'est pas là pour faire un produit de niche, on est là pour faire une assurance santé mass market, hein, pour changer, améliorer le système de santé. Et on n'est bien sûr pas là pour le faire en France, on va le faire en Europe, voire même dans le monde. Aujourd'hui, ils sont au Canada, donc ils sont plus qu'en Europe, tu vois. Et ils avaient ce statement d'ambition qui était colossal. Et moi, je me projetais, je me disais, mais franchement, j'aurais jamais le courage de... Enfin, je ne pourrais pas le dire, parce que qu'est-ce qui se passe si tu dis ça et qu'après tu te plantes, tu vois ? Donc moi, ça m'angoissait. Et donc, j'étais vraiment à l'inverse d'une boîte comme ça. J'ai dit, attends, nous, on va être quoi ? On va être le paiement en plusieurs fois pour les PME françaises. Il y a les mollo, ça, c'est ce qu'on fait, ça, on sait qu'on peut réussir, et on verra plus tard. Donc, au début, moi, je voyais Alma comme une PME, 30, 40, 50 personnes, c'est très bien, quoi. J'avais pas ce qui nous a forcé à devenir aussi gros qu'on est aujourd'hui. Tu vois, Alma, c'est quasiment 400 personnes, hein, donc l'entreprise a beaucoup grossi, mais évidemment, 400, c'est pas juste le plaisir à 400 personnes, c'est que du coup, tu imagines bien que le business derrière fonctionne très bien. Ouais, vous en êtes où aujourd'hui ? On fait 2,5 milliards d'euros de crédit chaque année, donc on est pour le coup un des leaders européens, le leader français de ce secteur-là. Mais c'est arrivé, c'est l'attraction justement, tu vois, c'est pas nous qui avions dit on va forcément vouloir faire des milliards, c'était beaucoup plus les marchands qui venaient nous voir, qui comprenaient, qui regardaient ce qu'on faisait auprès de leurs concurrents, tu vois. Et
peu à peu, on a compris en fait que cette entreprise avait un potentiel qui était beaucoup plus important que ce qu'on pensait au début. Et on a compris que il serait dommage ce serait une erreur de notre part de ne pas aller le chercher. Et donc notre ambition, notre volonté a changé, mais elle a changé parce que le marché nous a dit qu'on pouvait changer, tu vois. Toi, donc, du coup, tu étais plutôt sur j'ai identifié un problème, j'ai une traction, et puis on verra plus tard, quoi. Ouais, alors, d'ailleurs, je ne prétends pas que ce soit tu vois, la bonne approche. Je ne sais même pas si la notion de la bonne approche a un sens, mais je pense que sur ta question, il y a 1 milliard de trucs à dire. Alors, je vais essayer de faire court et de me concentrer sur quelques grosses autoroutes. Mais le truc le plus important quand tu crées une boîte, c'est qu'il y a une adéquation complète entre ton projet, son potentiel, tes envies et ton ambition. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, demander à Elon Musk de créer une boulangerie, c'est complètement con. Me demander à moi de créer SpaceX, c'est aussi complètement con. Tu vois, il faut qu'il y ait cette adéquation. C'est-à-dire que, et ça c'est le plus important, et je pense, tu vois, si on parle un peu de notions philosophiques comme le bonheur au travail, la santé mentale, le bonheur pour moi, c'est la différence entre tes attentes et la réalité. Ça c'est basique, donc en gros, c'est il y a ce que tu attends et ce que tu fais vraiment, et la différence, ce truc-là, si jamais ce que tu attends c'est plus petit, t'es content, et si ce que tu attends c'est plus grand, t'es pas content. C'est vraiment assez, t'es heureux, t'es pas heureux. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de créer la boîte qui te ressemble. Tu vois, le pire que tu puisses faire, c'est tu veux créer une PME, ça te rendrait heureux, un petit truc, vous êtes 20, 30, tu vois, tu sais ce que tu fais, tu connais ton métier, tu vois, es très opérationnel, c'est ça qui te rend heureux, et puis tu te mets à créer une boîte de 500 ou 1000 personnes. Ça va pas te rendre, tu vois, c'est pas bon. Donc, dans ce cas-là, si ce que tu veux faire, c'est une PME, il faut surtout pas aller voir de VC, parce que pour le coup, pour un VC, c'est un anathème, ça n'a pas de sens. Tu peux pas t'arrêter. Enfin, le boulot d'un VC, c'est de trouver des boîtes qui font x10, x20, x100. Donc, pour eux, ça n'a aucun sens. À l'inverse, si toi, ce que tu veux faire, c'est un truc qui est global, effectivement, tu dois trouver un marché qui est global. Donc, cette adéquation, elle est importante, tu vois. Et nous, on n'avait pas raisonné en termes de qu'est-ce qu'il faut qu'on dise et qu'on soit pour faire plaisir aux VC, ce qui est une erreur qu'on voit extrêmement souvent. Nous, on s'est juste dit, c'est quoi la boîte qui nous ressemble ? Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la boîte qui nous ressemble, c'est une boîte qui est peut-être ambitieuse, parce que son ambition, c'est quand même de faire un produit qui est compliqué. Enfin, je veux dire, on lançait quand même pas, c'est pas une petite application mobile, hein, ce qu'on lançait, c'était quand même une usine à crédit en temps réel, capable de travailler avec des centaines, des milliers de marchands. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas non plus trivial. Mais en termes de taille de business, on se disait vraiment qu'on allait se laisser porter. Et ce qui fait que pour certains VC, ça a été inécoutable. Donc il y a certains VC qui nous ont dit, nous, franchement, ça nous parle. Je pense à Isaïe qui nous a accompagnés depuis le début. Je me rappelle très bien, on était avec Jean-David Chamboredon et Thierry Vandeval et Mounia Arca qui bossaient encore là-bas à l'époque. On discute avec eux et puis ils nous disent, vous savez, je cite de mémoire, mais ils disent, tu sais, Louis, on a envie de faire le deal avec toi. Et t'es la première fintech qu'on fait, parce que d'habitude, les fintechs avaient tout être global, et comme on sait que ça coûte très cher la fintech et que l'acquisition client coûte très cher, à chaque fois, on veut pas faire le deal parce qu'on pense que ça va aller, c'est trop risqué, quoi. Et c'est pas le profil d'entreprise qui nous intéresse. Tu vois. Et à l'inverse, j'ai des fonds, et honnêtement, il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'ai des fonds comme Tiger Global. Je parle au mec, il me dit, donc c'est un peu plus tard dans la boîte, on doit déjà être une centaine, mais le mec il me dit, du coup, c'est quoi ton ambition ? Je dis, nous, mon ambition, c'est d'abord, je vais commencer par la France pour le faire bien, puis après, on va aller en Europe. Je décris vraiment ce que j'ai dans la tête. Et lui, quand j'ai ça, évidemment, il entend broker. Donc ce mec n'a aucune ambition, parce qu'en fait, je lui ai pas dit que j'allais battre Klarna, racheter PayPal dans 3 ans. Enfin, et donc, ils ont mis des fonds chez un de nos concurrents qui, eux, étaient beaucoup plus petits que nous. Mais dont le fondateur disait, moi, de toute façon, boîte européenne Day One, mondiale très vite, tu vois, on va aller vite. Donc, cette notion de l'adéquation entre qui tu es, tes attentes personnelles, la boîte que tu crées et les associés, les gens à qui tu t'associes, donc les actionnaires que tu choisis, est hyper importante. Un jour, on se pose la question de bosser avec GFC. J'ai rencontré Oliver Samwer. On n'aime pas le mec, mais il est quand même redoutablement intelligent. Et puis, je lui parle un peu de tout ça. J'ai dit oui, puis il y a quand même des concurrents. Il m'a dit, tu sais, le monde, c'est quand même vraiment très, très grand. C'est très fragmenté, c'est très grand. Tu trouveras toujours des mecs qui ne voudront jamais bosser avec toi. Tu auras toujours des gens qui voudront bosser avec toi et pas avec les autres. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai dans toutes les dimensions de la création d'une boîte. Donc, dans l'aventure capitalistique, tu as des actionnaires qui vont rechercher des histoires de croissance délirantes. C'est pas les bons pour nous. En tout cas, c'était pas les bons pour nous à l'époque. Et puis, les actionnaires qui vont choisir des histoires un peu plus raisonnées et plus transparentes. C'est les gens qui en ont bossé. Tu parlais de tes concurrents, mais tes concurrents, c'est... Les concurrents, c'est des boîtes de paiement fractionné comme nous, je peux les citer, hein. Des boîtes françaises, Onefloa, boîtes suédoises, boîtes américaines maintenant, Klarna, pour en citer quelques-uns. Donc voilà, ça c'est nos concurrents. Les boîtes de crédit conso traditionnelles sont pas vraiment des concurrents. La plupart ont essayé de faire du paiement fractionné.
Là, c'est à toi de me dire à quel point j'ai le droit d'être technique sur le domaine du paiement fractionné versus les autres sujets que tu vas aborder. Mais en fait, le paiement fractionné est une forme de crédit, j'ai dit tout à l'heure, mais faire l'hypothèse que quand tu sais faire du crédit, tu pourras faire du paiement fractionné, c'est une hypothèse qui est pas déconnante. Quand je te dis comme ça, tu te dis bah oui, effectivement, et en fait, ça marche pas. Parce que les idiosyncrasies du paiement fractionné et le côté retail très important fait que l'approche crédit traditionnelle ne peut pas s'appliquer facilement. Elle s'applique, mais elle s'applique avec un taux de performance qui est faible, qui marche pas. Et donc, du coup, pour le coup, c'est des concurrents qui sont assez faciles à battre pour Alma parce que Alma est une boîte qui est une fintech par nature, mais qui se voit depuis le début comme une retail tech, c'est-à-dire notre obsession, c'est de quoi ont besoin les commerçants et qu'est-ce qu'on va faire pour eux. Là où dans une boîte de crédit conso, l'obsession c'est plutôt quel est notre encours, comment on fait pour le faire grandir. Il n'y a pas de jugement de valeur, je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est juste deux approches différentes et il y en a une qui est très adaptée. À l'inverse d'ailleurs, si Alma commençait à vouloir faire des crédits conso sur 8 à 10 ans comme le fait cet élève j'allais de dire, Cofidis, est-ce que toi tu pourrais aller sur le... Non, on ne saurait pas faire. On ne saurait pas faire. C'est vraiment littéralement. Enfin, peut-être que dans plein d'années, on pourrait faire. Mais là, aujourd'hui, tu me dis, mettons en frontal avec Sofinco. Je parle frontal, fait du crédit auto, du crédit travaux, encore une fois, des crédits vraiment longs, tu vois. On n'est pas la bonne boîte. C'est pas nous. C'est hyper important d'être très très clair sur ton positionnement, d'accord. Faut toujours se méfier des gens qui disent je suis meilleur partout. Souvent, ou j'ai pas de concurrent. On entend ces deux trucs-là assez souvent. Non, faut être clair. T'es le meilleur, ok, mais c'est-à-dire quoi? T'es le meilleur sur quoi et où? Ok. Mais par contre, tu peux pas être le meilleur, tu peux pas être sur tous les ballons. Donc nous, Alma, on est le meilleur sur quoi? On est le meilleur sur le paiement fractionné. Donc, paiement en 3, 4, 6, 10, 12. On est clairement les meilleurs en France. On commence à être les meilleurs dans les marchés limitrophes, mais pas encore. Voilà, tu vois, donc on est clair sur ce qu'on sait faire et on construit ce qui nous amène. Et il y a ce sur quoi on pense qu'on sera les meilleurs. Et puis après, il y a ce sur quoi on sait que c'est pas la peine d'y aller. Donc, encore une fois, j'en prends exemple. Alma va pas faire de crédit sur 10 ans. C'est juste, on n'est pas la boîte pour le faire. Les clés du succès pour cette boîte, c'était de faire comme ça, fruit de tes expériences passées, ou est-ce que ça s'est construit plus tard? Il est évident que les expériences passées, en particulier tout ce que j'ai vu et appris chez Stripe, ont énormément aidé à aller très vite chez Alma. Il y a plein de questions qu'on ne s'est pas posées parce que je savais quand ça marchait, pas parce que je suis super smart, mais parce qu'en fait j'avais vu marcher chez Stripe, ça fonctionnait, il n'y avait aucune raison de réinventer la roue. D'accord. Comment onboard un marchand malgré son niveau de risque, c'était le bread and butter de Stripe à l'époque, ce qui fait qu'ils ont marché au début. Gérer des trucs, j'ai vu quand ça marchait, fait pareil chez Alma. C'est, tu vois, simple. Maintenant, sur la culture, non, je pense qu'il faut être... c'est vraiment une question d'adéquation. Encore une fois, la culture, on ne l'a pas créée en se disant c'est ça la culture qu'on veut, et parce qu'elle est adaptée à une boîte de pain plusieurs fois. Tu vois, c'est un exercice très compliqué. Demain, je te dis créer une boîte de location de voitures et c'est quoi la bonne culture? Tu me diras, j'en sais rien en fait, tu vois, je ne sais pas du tout. La question est plutôt de se dire quel est, le marché qu'on a envie d'attaquer, le type de produit qu'on veut lancer, et deux, c'est quoi la culture dans laquelle Guillaume et moi on veut bosser. Donc, on a passé beaucoup de temps au tout début de la boîte, tous les deux, déjà à se dire, ok, c'est quoi nos attentes? Donc, parce que la culture, quand tu es deux, c'est les deux personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui nous intéresse? Et qu'est-ce qu'on veut retirer? Et ça, c'est pareil, encore une fois, un conseil que je donne beaucoup à des gens qui se lancent dans une boîte, l'immense majorité des startups qui ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que les fondateurs ne sont plus alignés. D'accord. Tu en as un qui veut absolument gagner beaucoup d'argent, l'autre qui veut la gloire, un troisième qui veut surtout juste vivre tranquillement. Bon, en fait, encore une fois, il n'y a pas de... Dans tout ce que je viens de dire, il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou quelqu'un qui a raison. Il y a juste des appétences différentes. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que si ces trois personnes se mettent ensemble pour créer une boîte, il ne faut pas investir. Parce que ça ne marchera pas. Ça va exploser en vol très vite parce qu'il ne va pas faire la même chose. Donc avec Guillaume, on s'est posé longtemps pour se dire, OK, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? On en discute. Est-ce qu'on est aligné? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous propose un très gros chèque maintenant? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend pas? Qu'est-ce qu'on fait si on a des employés qui ont tel ou tel comportement? Tu vois. Donc c'était hyper important pour nous d'être clair sur comment on bossait. Et du coup, quand on voulait que les gens travaillent, des points qui étaient importants pour nous, c'était dès le début la transparence et l'intégrité. Et il y a un exemple très clair de ça, c'est ce qu'on appelle les frais de retard. Donc dans le paiement fractionné comme dans le crédit. Traditionnellement, quand tu rembourses en retard ton crédit, on te dit très bien, mais du coup, tu me dois X euros de frais de retard. Souvent, tu fais plus de marge sur ces frais de retard que sur l'intérêt lui-même. Donc, dans le business du crédit conso, les frais de retard, c'est à peu près appliqué par tous les acteurs. Nous, le problème qu'on avait, c'est qu'on considère que ces frais de retard, c'est un peu une incitation à prêter aux mauvaises personnes. Parce que si tu fais plus d'argent sur quelqu'un qui va finir par te rembourser, mais qui va te rembourser avec du retard, en gros, ton algo, il va quand même les chercher, ces gens-là. Si tu dis à ton algo, trouve-moi les gens qui me font faire de la marge,
il va te dire, très bien, c'est pas compliqué, il ressemble à lui, lui et lui. Et nous, ça nous gênait beaucoup. On se disait, on veut pas créer une boîte de crédit si le prix du succès, c'est de surendetter les consommateurs. Donc, on a dit, ok, notre vision de l'intégrité, pas dans le jugement là, mais notre vision d'intégrité, c'était vraiment de se dire, du coup, on fait pas de frais de retard, comme ça on est sûr qu'on ne prêtera pas aux mauvaises personnes. Ou alors que si on le fait, on perdra de l'argent, donc on sera puni, et quelque part, on est aligné, nos intérêts sont intégralement alignés avec ceux de nos clients. Et tu vois, ce truc-là, c'est devenu un totem culturel extrêmement fort chez Alma. Les gens qui nous rejoignent, les gens qui restent, c'est important pour eux, ils en sont fiers, c'est important pour moi, c'est important pour mon associé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas du tout évident que ce trait culturel serait très adapté à une boîte de paiement fractionné. En fait, c'était même l'inverse. La plupart des experts du secteur qu'on allait voir au tout début, tu vois, pour comprendre quand ça marchait, ils disaient, vous voulez faire pas de frais de retard, vous êtes complètement taré, ça marchera jamais. Ce business ne peut marcher que comme ça. Enfin, on avait vraiment un gros pushback, tu vois. Mais en fait, comme c'était viscéral pour nous, on ne s'est pas posé la question de ce que c'est adapté ou pas. On s'est juste dit, nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est qui on veut être. Donc en fait, voilà, mais ça marche pas, ça marche pas, quoi. Tu vois. Donc je pense que la culture d'une boîte, elle est forcément très liée à la culture de ses fondateurs, naturellement, et c'est comme ça que ça se crée. Même si c'est pas nécessairement toujours aligné, tu as aussi des cas où parfois ça diverge. Souvent, quand dans la phase hypercroissance, où des boîtes grossissent trop vite et échappent à la compréhension de leurs fondateurs, et là du coup c'est ce qui nous arrivait d'ailleurs, et ce qui est très dur à gérer, à revenir au bon endroit, mais souvent c'est très lié aux fondateurs, et donc du coup c'est viscéral, quoi. C'est de toute façon la culture, c'est les valeurs, c'est ce sur quoi tu ne peux pas négocier. Tu vas insister plus ou moins sur certaines d'entre elles, notamment tu vas insister sur celles qui ont une valeur business, j'entends, mais all in all, tu peux pas créer une culture qui est insincère. Quelles ont été les grandes difficultés dans le parcours depuis la création de la boîte? Il y a plein de, forcément, là-dedans, tu as plein de moments, des nuits blanches, des deals que tu n'arrives pas à gagner, tu comprends pas, tu es face à un compétiteur, tu es convaincu que tu es meilleur parce que tu as quand même vachement analysé, tu perds quand même, parfois ton produit n'est pas bon, tu as des trucs qui pètent. Bon. Ça, on l'a eu plein de fois, c'est normal, c'est parti un peu de cette trajectoire d'une entreprise qui mûrit. Je pense que le moment le plus dur, de très loin, ça a été la fin de l'hypercroissance, c'est-à-dire que quand tu as hypercroissance, en fait, l'argent et la croissance résolvent tous tes problèmes. Quand tu fais x2 ou x3 sur l'effectif et sur la taille de ton business tous les ans, en fait, c'est plus en mathématiques. C'est-à-dire qu'un problème qui valait 100 aujourd'hui, il vaut 50 dans un an, il vaut 25 dans 2 ans. Donc, en fait, tu peux littéralement, surtout, par exemple, je prends un exemple hyper concret, un changement de politique commerciale, un changement tarifaire. Tu peux faire ce qu'on appelle grande phaser, toute ta base client. C'est-à-dire tu peux dire à toute ta base client, ok, ce changement ne vous concerne pas, il ne concerne que les personnes qui rejoindront après, parce que de toute façon, tu fais 2 tous les ans. Donc au bout de 4 ans, ta base client, c'est un 16e. Donc c'est que dalle, tu t'en fous. Pourquoi tu t'emmerderais à risquer ta base client alors que de toute façon, dans 4 ans, ce truc-là sera que dalle dans ta valorisation d'entreprise. Tu vois. Donc la croissance règle des problèmes. Pareil, les problèmes RH, les ambitions des uns des autres, la volonté d'un tel de devenir manager. Quand tu fais x2 ou x3 sur effectif tous les ans, des postes s'ouvrent en permanence, donc tout le monde est aspiré vers le haut, et donc tout le monde est content. Mais c'est très artificiel. Tu finis par le payer, et nous, on l'a payé extrêmement cher. On s'est réveillé, entre guillemets, un jour. Nous, c'était quelque chose avec lequel on n'était pas très à l'aise avec Guillaume, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on était justement au contraire très, les pieds sur terre, faut pas aller trop vite. C'est bien d'aller vite, mais est-ce que ça marche? Et simplement, pourquoi on a commencé à croître extrêmement rapidement? Je ne me rappelle plus les stats exacts, on est passé de 50 à quasiment 400 personnes en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Juste, c'est colossal, extrêmement rapide. Parce que le marché du VC était tellement chaud, mettait tellement d'argent partout, qu'on a des concurrents qui ont commencé à lever énormément d'argent et puis à venir nous challenger. Et on savait que leur produit était moins bon, sauf qu'à un moment, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux compenser quand même avec l'argent ce que tu n'as pas dans la qualité. Et là, on s'est dit, merde, en fait, on a beau être meilleur qu'eux, on n'est pas 10 fois meilleur qu'eux, ils ont 10 fois plus de cash que nous, donc en fait, on va se faire battre, quoi. On va perdre l'histoire. Donc on va lever, nous aussi, beaucoup d'argent. C'est fin 2021, début 2022, on lève 85 millions d'euros, donc c'est quand même une somme. Puis là, on commence à appuyer vraiment sur la pédale. Et on se rend compte, mi-2022, donc les taux d'intérêt augmentent brutalement, le marché du VC du coup gèle, plus d'argent. Et là on se dit ok, où est-ce qu'on en est? Puis on se rend compte que on perd beaucoup d'argent. En janvier 2023, on perdait 5 millions d'euros par mois. Je ne sais pas si tu imagines, tu dépenses 5 millions d'euros par mois, quand même beaucoup. Et plus grave encore, notre taux d'engagement employé, donc qu'on mesure tous les 3 à 6 mois, était de 35%. Donc c'est-à-dire que tu as 2/3 des gens qui bossent chez toi qui pensent que ta boîte est naze, quoi. Grosso modo. C'est beaucoup, d'accord? C'est vraiment beaucoup. C'est catastrophique, si tu veux. Donc là, on se dit, OK, on a merdé, d'accord? On est pas du tout où on doit être. Et
la boîte va mourir, soit de manque de cash, soit la team va exploser en vol. Mais en gros, là, on est grosso modo en train de crever. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on s'est posé tous les deux et on a pris en l'espace de quelques semaines des décisions hyper radicales, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Donc des sujets financiers, on va couper les coûts à tel et tel endroit, on va essayer de comprendre, on va peut-être couper plus agressivement, puis on va voir ce qui tient pas. Énorme pushback de l'équipe, vous ne pouvez pas nous faire bosser comme ça, c'est pas possible. Tel outil, on a vraiment besoin. Ok, très bien, tu as besoin, mais tu ne m'as pas convaincu que tu as besoin, donc on va le couper. Je te donne les chiffres de mémoire, mais je crois qu'à l'époque, on coupe nos coûts d'outillage, ce qu'on appelle les OPEX au sens large, de 20% en 2 semaines. Quoi. En disant, ok, très bien, tous vos outils, vous avez l'habitude, on arrête. On arrête tout ça, puis on va arrêter aussi les voyages en première. Puis on va commencer à gérer un peu plus carré. Puis ensuite, on va commencer à s'intéresser à la performance des employés aussi, parce que jusqu'à présent, tu n'as quand même pas le passager clandestin, et qu'on n'avait pas détecté parce que tu étais tellement focalisé sur la croissance, le deal d'après, que tu ne voyais pas ce qui se passait chez toi. Ta maison était en feu. Quoi. Et donc, du coup, on commence à s'y intéresser, puis à se séparer des gens à qui ça ne marchait pas. Et en fait, y compris d'ailleurs pour certains, des leaders historiques avec qui ça ne marchait plus. Et tu ne peux pas leur en vouloir. Hein. Tu fais rentrer quelqu'un pour qu'il dirige 5 personnes et puis il se met à en diriger 150. Je veux dire, tu as ceux qui peuvent apprendre à cette vitesse-là et ceux qui ne peuvent pas. Évidemment, ça s'est plus ou moins bien passé, tout dépend des gens. Moi, je suis très loyal. Et quand j'ai quelqu'un qui m'a accompagné et tu vois, la boîte est devenue ce qu'elle est grâce à cette personne, se dire ok, mais en fait il n'y arrive plus, il ou elle n'y arrive plus, donc il faut qu'on arrête. Tu vois, tu dis ça n'a aucun sens. Je vais demander à quelqu'un de partir alors que je ne serai pas là sans cette personne. Et puis c'est encore pire le cas, parce que la réalité, c'est que Alma était dans une mauvaise passe parce que les fondateurs avaient juste pas fait leur job correctement. On avait juste été mauvais. La preuve, si on avait été bon, on n'aurait pas eu un taux d'engagement aussi bas. Donc non, tu vas demander à quelqu'un de partir en lui disant écoute, voilà, t'es plus au niveau, alors que toi-même t'es pas au niveau. C'est quand même et que cette personne est pour grande partie co-responsable du succès de l'entreprise. Donc ça, honnêtement, tu vois, c'était vraiment le plus dur. C'était le côté, l'impact psychologique de mais est-ce que je suis pas en fait un énorme connard. Et je pense que la manière dont j'ai un peu compris et accepté ça, c'est qu'en fait la notion de loyauté, je vais faire un parallèle un peu osé avec le cycle des robots d'Asimov, mais le concept de loyauté, il ne doit pas s'appliquer aux individus, il doit s'appliquer à l'organisation. Ma loyauté première doit être envers Alma et pas envers telle ou telle personne. Et la réalité, c'est que en étant trop loyal envers telle ou telle personne, en particulier des gens qui dirigeaient des gros morceaux de la boîte, je faisais souffrir tous les gens qui étaient en dessous. Parce que quelqu'un qui est en surchauffe, quelqu'un qui est plus en contrôle, c'est quelqu'un qui va créer de la souffrance sans s'en rendre compte, sans faire exprès. C'était mon cas, puisque encore une fois, 35% d'engagement, c'est-à-dire que les gens ne sont pas heureux dans la boîte. Et donc, je pense que le déclic pour moi, c'était de comprendre que, ok, d'accord, donc c'est pas facile, mais n'empêche que si tu prends pas ton courage de main et que tu le fais pas, pour protéger une personne, t'en sacrifies 10, 20, 50, 100. Est-ce que c'est ce que tu veux faire ? Peut-être que oui, mais pour moi la réponse est évidemment non. Donc tu vois, on a eu cette phase-là extrêmement difficile. Je dirais que la phase la plus dure était jusqu'au constat. Après le constat, maintenant on se met en dehors de bataille, on va le faire et puis on va réengager l'équipe, on va réaffirmer nos valeurs, on va trouver un nouveau leadership qui va nous accompagner. Tu vois, on va recréer en fait une boîte qui marche. Ce qui a marché très bien, puisque aujourd'hui, en tant que on est la boîte financièrement fonctionne très bien. Taux d'engagement employé qui a quasiment 90%, je crois qu'on est à 88%. Donc tu vois, on a résolu les problèmes. Ça prend du temps. Hein. On a passé 2 ans de boulot achat là-dessus, mais au moins une fois que tu as compris le problème et que tu sais comment le résoudre, entre guillemets, il n'y a plus qu'à exécuter. Là où c'était beaucoup plus dur, quand on comprenait au fond de nous qu'on avait fait de la merde, mais qu'on n'avait encore juste pas le temps de se poser, tu vas te dire, attends, tu sais qu'il y a un gros truc sur ta vision périphérique qui est pas bon, mais t'y touches pas parce que tu es encore dans le day-to-day, dans le prochain deal, dans les 10 problèmes à régler. Voilà. Donc c'est ça le moment le plus dur de la boîte, et franchement ça a été compliqué. Comment est-ce que toi tu continues de te former, tu vois, quand tu es en limite quand tu te sens en limite de compétence sur un sujet, vers qui tu vas, vers un mentor, vers Je pense qu'un trait de caractère hyper important quand tu bosses dans des environnements qui sont en particulier environnements incertains comme les startups, ce que les Américains appellent le self-awareness, donc la capacité à se connaître soi-même. Et ça, pour le coup, en toute immodestie, je pense que c'est peut-être ma plus grosse force, c'est-à-dire qu'en gros j'espère en tout cas pas trop de blind spot et une capacité effectivement à admettre que je suis pas au niveau. Tu vois, c'est ce que tu dis, j'ai déjà répondu à la question. C'est-à-dire que j'ai pas de... Et j'ai aussi pas de problème à dire là où je suis très bon.
Il y a aussi plein de trucs que je fais très bien et j'ai pas de. Je pense que la fausse modestie est aussi une énorme connerie parce qu'il faut savoir quelles sont. Enfin, tu vois, tu peux pas dire je n'ai aucune force. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Tu peux pas demander à une équipe de 400 personnes de te suivre en disant je suis nul partout. Ça marche pas non plus. Il faut juste être clair là-dessus. Mais tu peux pas non plus demander à autant de personnes de te suivre si tu n'es jamais capable d'admettre que tu as fait des conneries, tu as fait des erreurs. Et cette histoire que je partage là aujourd'hui, je l'ai partagée plusieurs fois et j'ai aucun problème. Et je pense que c'est un truc qui est hyper important. Et tu vois, on parle de santé mentale du dirigeant, mais pas que. Je pense que la recette du malheur, c'est t'identifier à ton boulot. D'accord ? C'est de dire, en gros, je suis mon travail, je suis mon succès ou mon échec, et donc, du coup, je suis heureux ou pas. Évidemment, ton boulot, c'est un morceau important de ta vie, mais je me rappelle très bien qu'à l'époque où je me dis peut-être que je suis juste pas le bon CEO pour cette boîte-là, je me dis pas genre je suis juste un échec ambulant, quoi. Je me dis juste voilà, réussir à faire scaler une boîte à cette vitesse et apprendre le job à cette vitesse, c'est absolument inhumain, c'est excessivement difficile. Donc voilà, j'ai pas réussi à monter l'Everest, ou j'ai pas fait mon Ironman en haut du Mont Blanc, tu vois. Bon, est-ce que c'est dire que je suis pas bon ? Non, mais voilà, j'avais pas ce niveau-là et c'est comme ça, on passe à la suite, tu vois. Je pense que ça c'est vraiment extrêmement important et que il faut pas, désolé j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est important, il faut pas regarder LinkedIn, les mecs qui te présentent des carrières où tout est absolument parfait, ils font leur poste où ils vont de toute façon tous les jours ils révolutionnent le monde. Je veux dire, faut juste pas, faut pas se laisser embarquer là-dedans. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'en fait, parfois tu merdes, parfois tu n'y arrives pas, et voilà, je trouve que c'est hyper important de l'admettre. Donc après, comment est-ce que tu fais pour progresser ? Je pense que si t'es pas complètement, complètement obtus, je dirais, et que tu es conscient de tes forces, tes faiblesses, de toute façon, tu vas progresser par la force des choses parce que tu vas être confronté à des situations que tu vas résoudre, et puis parfois pas forcément de manière complètement satisfaisante, mais au moins tu vas apprendre. Après, il est évident que c'est indispensable, en tout cas chaudement recommandé et très utile, d'avoir des gens autour de toi qui t'aident à faire mieux. Donc des mentors, qu'ils soient formels ou informels. Moi, j'en ai un paquet. J'ai des mentors informels, ça va être des potes, d'autres CEO, fondateurs de boîtes, par exemple, qui ont soit des boîtes plus grandes, plus matures, plus quelque chose, ou même pas forcément, mais qui ont une approche différente, tu vois. Et je passe beaucoup de temps, et je pense que c'est une partie de mon job, je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens de ce type-là, et leur poser des questions, et quand t'as fait ci, quand t'as fait ça, et puis parfois je dis, bon, ok, ils ont fait comme ça, finalement on fait différemment, puis c'est mieux, puis je préfère. Et puis je dis, tiens, c'est quand même vachement intéressant ce qu'ils font, et donc je suis finalement assez cultivé sur l'écosystème startup français et européen grâce à ça, et ça me permet de prendre des idées que j'avais pas eues. J'apprends énormément avec les gens qui bossent chez Alma, en particulier bien sûr notre comité de direction, mais pas que, parce qu'en fait j'ai la chance de bosser avec des gens qui sont meilleurs que moi dans leur job, donc ça c'est quand même assez cool. Moi je suis payé pour apprendre des choses que je connais pas, et c'est hyper important de recruter des gens, surtout quand tu recrutes, surtout en tant que dirigeant, parce que tu recrutes des personnes qui ont une spécialité, tu vois, directeur, commercial, marketing, produit, technique, financement, etc. Enfin tu vois, tu peux imaginer toutes les fonctions qu'il y a dans une boîte comme Alma. Tous techniquement meilleurs que toi. Et ils sont tous bien meilleurs que moi dans leur job, et du coup je bosse avec eux, je suis obligé de comprendre, et ça me fait progresser. Ça c'est quand même hyper agréable, je trouve, comme sensation. Et puis ensuite tu as évidemment un ensemble de mentors un peu plus formels. Ça va être, alors les membres du board ne sont pas nécessairement des mentors, ça va dépendre un peu de leur expertise, mais souvent c'est bien d'avoir des mentors dans ton board qui vont du coup te connaître mieux. C'est-à-dire que tu as aussi cette notion un peu de régularité. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un que tu vois qu'une fois tous les 6 mois, bon, en fait, il n'a pas le contexte. Par contre, quand tu as quelqu'un que tu appelles régulièrement, toutes les 2 semaines, tous les mois, que tu vois, à qui tu fais des board meetings, le contexte qu'il a à la fois sur ton entreprise et surtout en tant que personne lui permet d'être beaucoup plus pertinent. Donc nous, effectivement, on s'est aussi entouré d'opérateurs au niveau du board, de gens qui avaient des carrières dans la banque, dans les startups, qui nous aident au niveau opérationnel, en disant voilà, tu vois, moi en gros la situation à laquelle tu es confronté, j'ai déjà vécu, écoute, à toi de la gérer, mais moi je te donne les 3 archétypes de solutions qui peuvent marcher, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça te fait gagner énormément de temps, et surtout beaucoup comment on dit, j'allais dire stabilité, mais de peace of mind, tu vois, tu te dis, en anglais c'est peace of mind, c'est-à-dire que tu te dis ok, en fait au moins je sais que si c'est une 3 options, je suis pas en train de faire une grosse connerie, tu vois, j'ai quelqu'un qui connaît très bien, qui l'a validé. Donc je pense que c'est hyper important de t'entourer de gens, encore une fois, qui sont meilleurs que toi, qui ont une expérience que tu n'as pas, et ça te détend beaucoup parce que ça te permet aussi de diluer un peu la prise de décision. Le dernier point qui est important, et là je suis vraiment beaucoup plus sur les sujets de santé mentale, c'est évidemment ton entourage au sens large, c'est-à-dire toutes les personnes
en ont pas forcément grand-chose à foutre que tu réussisses ou pas, mais qui te veulent du bien. Et c'est hyper important. Ça paraît hyper. Enfin, honnêtement, j'enfonce une porte ouverte complète. Et en même temps, je pense que c'est important. Tu peux pas vivre si t'es pas entouré de gens qui te veulent du bien viscéralement, genre pour qui tu es. Je le répète, t'es pas ton travail. T'es beaucoup plus. Et donc, du coup, tu dois être entouré de gens qui sont pas. Il n'y a rien de pire que d'être entouré de gens qui sont là parce que tu as réussi. Parce que le jour où tu réussis plus, ils sont plus là. Donc c'est hyper important d'avoir ce groupe, ta famille, tes amis, de gens qui sont là, tes enfants si t'en as, voilà, de gens qui t'apprécient pour qui tu es. Et franchement, si t'as tout ça, après, il n'y a pas de raison de stresser. Tu arrives à coper complètement? Ou est-ce que t'es dirigeant 7 jours sur 7 Oui et non, c'est-à-dire que je suis dirigeant 7 jours sur 7 au titre où si jamais quelqu'un de la boîte m'appelle, que je sois en week-end, en vacances, whatever, c'est sûr que je vais répondre ou rappeler rapidement. Ça, c'est évident. Tu peux pas... Pour moi, ça n'a aucun sens d'être un dirigeant qui ne se voit pas comme au moins d'astreinte. D'accord ? Ça n'a aucun sens parce que, en fait, alors il faut dire comme ça. Au jour le jour, un chef d'entreprise, surtout d'une boîte de la taille d'Alma, prend finalement relativement peu de décisions. C'est-à-dire qu'en théorie, tu as recruté les personnes qui savent le faire pour toi. Et au contraire, tu veux surtout éviter de prendre trop de décisions. C'est important d'avoir un petit niveau d'entrée de fainéantise, tu vois, parce que si tu as besoin d'être sur tous les sujets, c'est qu'en fait, ta boîte, est-ce qu'elle part, c'est que tu n'as pas les bonnes personnes, tu n'as pas les bons process, tu n'as pas la bonne orga, t'as pas la bonne... Il y a un truc qui ne marche pas, quoi. Donc, tu peux pas être partout. Par contre, c'est très peu de décisions que tu prends. Ça, pour le coup, il n'y a que toi qui peux les prendre. Tu vois, si tu engages la boîte sur telle ou telle voie, ça peut être on va faire un pivot, ça va être on va rajouter un nouveau produit qui est complètement orthogonal à ce qu'on fait. Ça peut être on va racheter telle boîte, on va se faire racheter par telle boîte. Tu vois, as quelques décisions comme ça. On va radicalement changer la culture de la boîte. On va introduire un nouveau, un nouveau concept dans la tête de tout. Enfin, tu vois, c'est quelques décisions pour le coup. Il n'y a que toi qui peux les prendre, et c'est celle-là où tu dois te concentrer le plus. D'accord ? Donc, en gros, au jour le jour, je passais beaucoup de temps à infuser de la culture. Je vais rarement prendre de décision, je vais plutôt poser des questions, et par les questions que je pose, faire comprendre aux autres ce qui est important pour moi, ce qui m'intéresse, comment est-ce que je réfléchis, et les faire réfléchir, j'espère en tout cas, sur ce qu'ils font. Et puis, de temps en temps, je vais prendre des décisions extrêmement engagées. Mais, encore une fois, j'insiste lourdement. Ce que je viens de dire veut dire que on peut m'appeler, quiconque chez moi peut m'appeler quand il veut s'il y a un sujet, parce que si jamais c'est un sujet pour moi, c'est par construction un sujet que personne d'autre ne peut gérer, et donc du coup, si je ne suis pas disponible, ça ne marche pas. Mais il se trouve que ça arrive aussi très rarement, parce que ce genre de sujet, il n'y en a pas tous les jours, heureusement. La plupart du temps, la boîte tourne tranquillement. Je trouve ça génial de se dire que, en plus, voilà, super de se dire que les gens chez Alma sont capables de gérer leur boulot extrêmement bien. Donc voilà, donc j'arrive... oui, il y a plein de moments où j'arrive à me faire un week-end, même des vacances, vraiment où littéralement je parle à personne ou quasiment personne. Voilà. Et à l'inverse, parfois j'ai aussi des vacances où j'ai passé 2, 3, 4 semaines de suite, où j'étais censé être en vacances, puis j'étais pas en vacances, parce qu'en fait je bossais tous les jours. Ça fait partie du job. Mais je dirais pas... c'est franchement très très gérable. Merci à toi, c'était avec absolument plaisir. Passionnant. Je te souhaite le meilleur pour Alma, à toi, à tes équipes. J'espère qu'on se reverra vite, et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Salut Louis, merci. Merci à toi, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.